la plupart des gens ont généralement une image assez claire du Japon, des grands bâtiments illuminés, voilà, les kimonos, le Kyoto, etc. Et puis Okinawa, même si ça fait partie du Japon, bah, finalement c'est assez différent. Et donc depuis les années 2000, il se trouve que Okinawa c'est aussi devenu une zone bleue. Donc une zone bleue c'est une région du monde où la longévité des habitants est particulièrement longue. Donc à Okinawa on comptait une cinquantaine de centenaires sur 100 000 habitants. Il y a le mode de vie du coup qui joue beaucoup, mais alors si on fait un zoom sur ce régime, on dit que c'est un régime santé, donc là on parle vraiment de régime alimentaire, à la différence d'un régime minceur, donc là le but de ce régime, c'est pas du tout de maigrir ou d'avoir la ligne, c'est plutôt, on s'intéresse au régime Okinawa, dans le sens le régime alimentaire, quelle est leur façon de s'alimenter au quotidien. On se retrouve de nouveau avec une interview ce mois-ci. J'espère que la précédente avec Yasmine Kando, la présidente d'Endo France, vous a plu. Cette fois, c'est Estelle, la créatrice du blog Umikan, qui répond à mes questions. Estelle est animatrice d'ateliers de cuisine japonaise. Elle a fait des études universitaires en langue japonaise, a voyagé au Japon, et aujourd'hui, nous discutons au sujet d'un régime alimentaire très particulier, le régime Okinawa. Dans cet épisode, vous allez découvrir les spécificités de ce régime, dit régime de longévité, car Okinawa fait partie des zones bleues, ces endroits où la longévité des habitants est supérieure à la moyenne. Alors si vous voulez découvrir les secrets nutritionnels et vous inspirer du mode de vie des centenaires de cette île japonaise, restez avec nous. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Estelle, et bienvenue du coup dans le podcast Mange Vie M. Je suis très contente d'être avec toi pour cet épisode. Donc c'est un épisode où on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, puisque c'est la santé, l'alimentation. Et donc on va faire un zoom aujourd'hui sur le régime d'Okinawa, donc un régime alimentaire pratiqué par les habitants de l'île d'Okinawa au Japon. Et aujourd'hui donc j'ai choisi de t'interviewer Estelle, puisque tu as, on va dire, ton œil d'experte en Japon. Tu fais des ateliers de cuisine japonaise, tu es aussi spécialisée en culture japonaise. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à te former en tout ce qui touche au Japon? Merci beaucoup déjà Madame Shitake de me recevoir sur ton podcast et sur tes réseaux. C'est super de pouvoir échanger avec toi justement sur l'alimentation, un sujet qui me passionne. Donc effectivement, moi c'est Estelle, je suis auteure du blog Umikan et créatrice de contenu sur les réseaux. Je passe mon temps à partager du contenu sur la gastronomie nippone et ça depuis 2021. Comme tu l'as dit, j'anime aussi des ateliers de cuisine en Bretagne, cuisine japonaise évidemment, où je réside aujourd'hui. Alors moi je me considère comme une gourmande passionnée, voilà, j'adore la cuisine japonaise, j'adore la culture japonaise et ça depuis 15 ans à peu près. J'ai fait des études en fait en langue japonaise, donc je suis tombée dedans pendant mes études et j'aime bien aussi me définir comme aventurière culinaire parce que je suis une grande curieuse et une audacieuse dans ma cuisine. Donc moi je suis française d'origine asiatique et j'ai grandi voilà, dans une maison où il y avait plein de condiments asiatiques dans les placards. Condiments que je ne retrouvais pas chez mes amis, donc ça me paraissait toujours très bizarre. Et du coup je me suis très naturellement mise à la cuisine pendant mon adolescence et puis je me suis approprié pas mal de recettes que j'avais goûtées dans des restaurants ou pendant mes voyages. Et finalement en 2015 je suis devenue végétarienne. Donc je me suis un peu plus penchée sur mon alimentation au cours des 6-7 dernières années et j'ai commencé à lire des ouvrages sur le sujet pour comprendre ce qui pouvait nous donner envie de manger, voilà, des sujets un peu plus théoriques on va dire, et comment ça pouvait surtout avoir un impact sur notre manière de vivre. Et puis en 2021 j'ai décidé de m'y consacrer professionnellement et du coup de relier un peu mon amour pour le Japon et pour la cuisine ensemble. Ouais. Voilà. Et me voilà chez toi. Ouais, t'as réussi à faire le avec combo. Un nom voilà, qui ne pouvait que me donner envie de venir, Madame Shitake. Ah oui, parce que du coup, pour un petit rappel, parce que je l'ai expliqué quand même dans mes premiers épisodes de podcast, mais le shiitake, c'est donc un champignon asiatique et qu'on retrouve notamment dans la cuisine japonaise, dans les bouillons, j'imagine. Enfin voilà, du coup, moi j'en cuisine quand même quotidiennement, mais pas en version japonaise, j'en mets vraiment dans plein de plats et que des recettes traditionnelles françaises, mais je mets le shiitake, qui est donc un champignon aux propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires.
Complètement d'accord. Moi, j'avoue que le champignon de Paris a disparu de mes placards. Tu t'es focus sur le champignon du Japon. Ouais, c'est ça. Tous les champignons japonais, enfin tous ceux en tout cas qu'on peut se procurer assez facilement, hein, localement, on va dire. Mais c'est Mm. vrai que le shiitake pousse très bien en Bretagne. Et Donc oui, bah, du coup, j'allais te voilà. dire, bah, le lien aussi, c'est que le shiitake, il est C'est en ça. Bretagne. Donc la production française du shiitake se fait beaucoup en Bretagne. Mm. Donc voilà, on ne pouvait que s'accorder et se rencontrer. C'était écrit. Voilà. Et donc, c'est écrit, donc ça me fait penser, donc on va parler un peu d'histoire, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai un parcours d'historienne et de géographe. J'ai un passé de prof d'histoire-géographie, et donc j'aime beaucoup, avant de parler d'un sujet, me renseigner un peu sur le contexte, la mise en contexte, donc la question du où, la question du qui, donc où est-ce que ça se situe exactement, l'île d'Okinawa par rapport au Japon, et qui sont ses habitants, comment est-ce qu'ils vivent, voilà, quel est un peu le contexte, on va un peu parler de tout ce focus-là sur les habitants d'Okinawa. Ouais, super, très très intéressant. Alors j'espère que je vais t'apprendre quelque chose quand même. Alors je suis pas du J'espère tout que les rôles vont spécialiste, s'inverser. je ne suis pas du tout spécialiste du Japon, donc pour le coup, oui, tu vas m'apprendre des choses. Alors, c'est une histoire fascinante, le Japon. Et effectivement, en plus, Okinawa, c'est très particulier parce que, alors, c'est une île, enfin, c'est l'île principale d'un archipel qui s'appelle l'archipel Ryukyu et qui est basé à peu près 1550 km de Tokyo, en fait. Je le précise parce que, en réalité, bon, on a une vision très particulière du Japon. On a déjà, la plupart des gens ont généralement une image assez claire du Japon, des grands bâtiments illuminés, voilà, les kimonos, le Kyoto, etc. Et puis, Okinawa, même si ça fait partie du Japon, bah, finalement, c'est assez différent. C'est une île littéralement paradisiaque, hein, c'est verdoyant, plage de sable fin, une très belle destination touristique, aussi bien pour les étrangers que pour les habitants du Japon. Et c'est une ancienne base militaire américaine, si on s'intéresse un petit peu à l'histoire. Et avant cela, c'était aussi un point d'entrée vraiment, notamment en lien avec le continent. Donc quand je parle du continent, je parle de la Chine évidemment, et des pays du sud-est. Et du coup, c'est finalement une île qui a beaucoup d'influences étrangères et donc qui finalement a vraiment un dialecte et des coutumes qui sont différentes on va dire, du continent japonais, si on peut Ouais, l'appeler comme ça, en tout cas parce de que du coup, l'archipel japonais. la distance par rapport au continent japonais est assez grande. Donc finalement, ils sont Ouais, c'est ça, plus proches c'est d'autres. presque plus proche de Taïwan que Ouais. du Japon en Ouais, j'ai réalité. regardé Enfin, une carte parce que j'aime bien c'est ça. justement le côté carte, et c'est vrai que c'est vraiment sous la Corée. Enfin, si tu prends l'axe, c'est Ouais, sous la Corée, mais plus proche presque entre le triangle Chine, Taïwan et Japon. Donc c'est vrai que c'est ça. c'est assez loin en Donc fait. non seulement c'est loin, et en plus, culturellement, voilà, ils ont été beaucoup influencés par voilà, des échanges étrangers, et ils se revendiquent aussi un peu de ça, hein. Voilà, ils cherchent pas forcément à ressembler Ouais, je cherche la à l'archipel différence. du Japon. Ouais, c'est Mm. ça. Et donc depuis les années 2000, il se trouve que Okinawa, c'est aussi devenu, enfin, ça a aussi été considéré comme une zone bleue. Donc une zone bleue, c'est une région du monde où la longévité des habitants est particulièrement longue. Donc à Okinawa, on comptait une cinquantaine de centenaires sur 100 000 habitants. Alors dit comme ça peut paraître peu, mais là on parle que des centenaires et plus. Donc en réalité, il y a aussi autant de personnes qui ont 80, 90 ans. Donc c'est une population plutôt vieillissante, certes, mais qui vieillit très bien. Donc ça en fait Ouais. une zone bleue. Bah Et 50, ouais, 50 centenaires, tu dis, pour 100 000 habitants. Moi, j'avais regardé les chiffres parce qu'on aime bien comparer avec le mode de vie un peu plus critiqué. C'est le mode de vie des Américains, hein. Ils sont pas très, au niveau de la longévité, très, on va dire, très bons. Mais j'ai regardé donc les chiffres, 55 000 centenaires pour 330 millions d'habitants, ce qui fait au final 16. Si on compare le chiffre par rapport ouais, à Okinawa, c'est 16 habitants pour 100 000, donc 16 contre 50. ah, On voit bien que c'est pas du tout la même ouais. grandeur et que c'est pas du tout le même mode de vie. Donc, ouais, donc du coup, quel est leur mode de vie à ces habitants à Okinawa qui pourrait justifier ces chiffres? Alors, bah, déjà, le fait que ce soit une île plutôt paradisiaque, on est sur un mode de vie plutôt insulaire qui tranche littéralement, et que bah, le dynamisme
qu'on peut imaginer des citadins japonais, par exemple. C'est vrai que, comme je disais, quand on pense Japon, on pense peut-être Tokyo, et donc du coup les grandes villes très dynamiques, très effervescentes. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus calme. Et avec beaucoup de soleil, beaucoup d'activités en extérieur, donc on profite du soleil, mais on fait quand même attention à l'exposition trop prolongée, donc on est quand même conscient aussi voilà, des impacts du soleil sur la santé. Donc tout est en modération. Ouais. Il y a une alimentation variée qui est locale, plutôt légère, frugale. Et ils sont très habitués, très jeunes, à l'exercice physique, voilà, à évoluer dans un environnement qui est quand même voilà, assez naturel, assez sain. Le fait d'être isolé, je pense que ça joue aussi, hein. Le fait d'être isolé, de forcément avoir accès à peut-être moins de ressources, bah, on se focalise un petit peu plus sur ce qu'on a à côté. Et bah, finalement, est-ce que c'est pas aussi une des clés, une des clés de la bonne santé? Ouais, le rythme Puis, des îles, c'est chill. c'est Et ça, il y a le mode de vie, du coup, c'est ça. qui joue beaucoup. Mais alors, si on fait un zoom sur ce régime, on dit que c'est un régime santé. Donc là, on parle vraiment de régime alimentaire, à la différence d'un régime minceur. Donc là, le but de ce régime, c'est pas du tout de maigrir ou d'avoir la ligne, c'est plutôt, on s'intéresse au régime Okinawa, dans le sens le régime alimentaire, quelle est leur façon de s'alimenter au quotidien. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit explicatif du coup de l'histoire de ce régime, ou en tout cas les chiffres, pourquoi on a commencé à s'intéresser à ce régime au niveau de la définition de la zone bleue, et pourquoi on peut dire que c'est un régime santé du coup, enfin au niveau, bon, là tu nous en as parlé avec les chiffres, le fait qu'il y ait des centenaires, mais qu'est-ce qui fait que ce régime est un régime santé? Ouais, c'est vrai. Alors comme tu le disais, hein, c'est pas un régime au sens, voilà, moyen de perdre du poids. Effectivement, c'est plus une façon de s'alimenter. Euh, En fait, il se trouve juste que leur manière de s'alimenter contribue à garder la ligne, mais c'est pas l'objectif à la base. Donc historiquement, ce sont notamment les scientifiques Makoto Suzuki et les frères Wilcox. Donc, ce sont des scientifiques dans les années à peu près 70-80 qui se sont intéressés en fait au sujet. Ils ont constaté, notamment Makoto Suzuki qui a constaté qu'il y avait particulièrement beaucoup de personnes vieillissantes, et surtout vieillissantes en bonne santé, Mm. sur l'île d'Okinawa. Donc il a commencé des recherches. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que si ça jamais ça intéresse, il faudra vraiment creuser le sujet, mais il a vraiment fait des études où il a suivi des personnes vieillissantes pendant plusieurs dizaines d'années, Mm. en Ouais. étudiant aussi bien leur alimentation, que leur manière de vivre, que les activités qu'ils pratiquaient, que les gens qui les entouraient. Enfin voilà, il a vraiment fait une étude assez poussée. Et puis, en fait, il s'est trouvé que ils ont relevé les points importants finalement de ce qui contribuait à la longévité des habitants de l'île. En termes de chiffres, il se trouve que la moyenne était aux alentours de, en moyenne, 86 ans pour les femmes et 78 ans pour les hommes. C'est une Ouais, moyenne. la moyenne Voilà, d'âge de... Ouais, ok. c'est ça. Donc, et ça, c'était en 2010. Donc, en fait, ça peut. Voilà, ça veut dire qu'il y a des personnes qui dépassent bien plus que les 100 ans sur l'île. Donc au cours de ces analyses, du coup, Makoto Suzuki, comme je le disais, il a analysé de nombreux points qui étaient essentiels à la longévité des habitants, et l'un des, on va dire, l'un des socles, l'un des points majeurs d'entrée de ce phénomène, finalement, c'était l'alimentation. Et notamment, on peut vraiment parler d'un régime santé tout simplement parce que c'est vraiment le socle, par là qu'on commence, c'est un des premiers piliers par lesquels la longévité voilà, la longévité et la bonne santé, évidemment, passent. Sur l'île, on ne se focalise pas uniquement sur ce qu'on met dans l'assiette, donc on n'est pas uniquement dans une analyse ou une réflexion sur les aliments qu'on va mettre dans l'assiette, mais aussi sur la manière dont on va les consommer. En fait, toute la philosophie qu'il peut y avoir derrière. Il y a des règles bien précises sur la manière de composer son menu ou de le déguster, qui sont très intéressantes et qui ont été mises en lumière à la suite de ces recherches. Ouais, du coup, il y a le point de vue des scientifiques sur les habitants d'Okinawa et leur régime alimentaire, mais du coup, si on va... Il y a aussi des études qui vont directement au contact de ces personnes, et donc on peut aller voir et creuser quel est vraiment leur rapport à l'alimentation. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur quand justement on questionne ces personnes qui vivent en bonne santé et pendant la période de vieillesse, mais ensuite également après 100 ans, parce que vraiment il y a des centenaires qui vivent en très bonne santé, même ils sont dans un état de forme
assez exceptionnels. Hein. Du coup, qu'est-ce qui fait, quel est leur rapport à l'alimentation? Comment ils considèrent leur alimentation? Si on se focalise sur effectivement la différence peut-être entre la nouvelle génération aujourd'hui et générations qui sont aujourd'hui centenaires ou qui arrivent progressivement, euh, en fait, il faut déjà prendre en compte un des aspects qui est que la génération qui arrive aux alentours de 100 ans aujourd'hui ou qui est déjà, c'est une autre époque. Mm. Une époque qui est différente de la nôtre. Et du coup, c'est vrai que ils n'ont pas vécu avec les mêmes moyens, avec les mêmes technologies, avec voilà, la même société. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui, même si Okinawa est considérée comme une zone bleue et donc une zone où il y a beaucoup de centenaires, bon, c'est des chiffres qui ont tendance à baisser parce que de nos jours, la jeunesse a accès au fast-food, voilà, à la mondialisation finalement, à toutes les influences peut-être étrangères et à la modernité qui font qu'on délaisse un peu les traditions, la vie locale, etc. Néanmoins, on constate aussi que c'est généralement aux alentours de 35-40 ans, alors peut-être quand on devient parent, etc., qu'on commence à finalement voilà, une sobriété un peu sur le tard où on va revenir à une alimentation qui est un peu plus traditionnelle. Et il y a tout un tas de principes finalement qui s'appliquent pendant la consommation du coup des aliments, les repas, etc., qui ne sont pas imposés. Hein. C'est pas obligatoire de faire comme ça. C'est pas des règles très strictes. On va vous regarder de haut si vous ne pratiquez pas cette méthode. Mais c'est vrai que c'est ancré un petit peu dans leur éducation. Et alors, à ma connaissance en tout cas, ce sont des préceptes ou des principes que je n'avais jamais entendu parler avant. Et donc, du coup, je ne connaissais pas. Donc, je ne sais pas si ça existe ailleurs. Je n'ai pas l'impression. Ça a l'air très relatif à l'île d'Okinawa. Alors du coup, si on parle de zone bleue, mais bon, après il y a d'autres zones bleues, mais on peut se renseigner sur comparer. Est-ce que toutes les zones bleues ont des principes communs? Mais donc il y a des zones bleues au Costa Rica, il y a des zones bleues en Grèce, en Sardaigne, il me semble en Californie, donc vraiment une zone très ciblée aux États-Unis. Donc on a dit que les États-Unis, il faut revoir les chiffres après dans leur ensemble, mais après ciblé, il y a une zone bleue en Californie. Effectivement, peut-être que c'est intéressant d'aller voir quels sont les points communs, mais ça, on pourra peut-être en parler après. Mais effectivement, à Okinawa, donc j'imagine quand même, l'éducation, comme tu dis, fait que ils grandissent dans un environnement. Il y a peut-être encore les marques de ces centenaires actuels, mais qui ont eu eux-mêmes des enfants, qui ont peut-être transmis de génération en génération ces grands principes. Donc du coup, quels sont ces grands principes, ce rapport à l'alimentation qu'il faudrait faire perdurer au final? Ah ouais, et comme tu le dis, quand on grandit dans un environnement où finalement tout le monde pratique, en fait on se pose même pas la question de se dire est-ce que moi aussi je devrais pratiquer comme ça ou est-ce que je devrais le faire ou pas le faire, c'est juste c'est comme ça en fait, les gens le font. Et donc un des principes par exemple qui est assez intéressant, ça va être le hara hachibu. Donc hara c'est l'estomac, c'est le ventre. Hachi c'est la moitié. Enfin ça peut être considéré comme la moitié et bu ça va être une partie. Et donc, ça se traduit comme manger à 80%. Manger jusqu'à 80%. Donc, le principe, c'est de jamais aller jusqu'à voilà, la panse remplie qui n'en peut plus. C'est pas les buffets à volonté asiatiques, justement. Non, en fait, on mange lentement, on mange par petites bouchées, ce qui nous permet déjà de prendre son temps pendant son repas et du coup de sentir à quel moment on estime que l'estomac est rempli à 80%. Alors je sais, ça donne l'impression que c'est de la science-fiction pour certains, mais en réalité, voilà, c'est une affaire de conscience, de manger en conscience, du coup de prendre conscience à quel moment on sent que la faim n'est plus présente et du coup de s'arrêter avant d'en être au point où on ne peut plus rien avaler. Voilà. C'est un peu le Alors, principe de manger à satiété, du coup. Enfin, je sais qu'on en parle un ouais, peu plus voilà, en c'est ça. France, un peu le manger à satiété. Ouais, sachant que voilà, il y a satiété de vraiment manger jusqu'à voilà, on est rempli, on n'a plus faim du tout. Et puis finalement, si on met la satiété à 80%, bon ça veut pas dire qu'on n'est plus capable de manger derrière, c'est qu'on a conscience que là, c'est bon, on a atteint le quota où il n'y a pas besoin d'aller plus haut. On pourrait, mais on ne va pas forcément y aller.
Et après, il est possible que finalement, ce principe, il soit né de situations en fait, historiques, du type des famines, des guerres, qui ont fait que, en plus, comme c'est une île un peu isolée, qu'elle était privée de ressources pendant des périodes, et qui a amené à manger avec modération, entre guillemets, et du coup, manger aussi des choses qui vont être plus nutritives, parce qu'on y a accès qu'en quantité limitée. Donc, hara achibu, pour le coup, c'est vraiment un principe qu'on peut appliquer dès aujourd'hui, qu'on n'a Ouais, aucun problème à bah, appliquer du dans coup, son quotidien. pour la petite anecdote, tu vois, ma grand-mère, elle a 93 ans. Et elle vit aujourd'hui en très bonne santé, elle vit chez elle, elle est complètement autonome, elle fait toujours à manger, enfin, donc il n'y a pas de souci en termes d'autonomie, quoi. On va dire qu'elle vieillit bien en bonne santé et elle s'est très tôt intéressée. Donc moi, ce principe, tu dis peut-être qu'on le découvre, et ben moi, pour le coup, j'étais étonnée de voir que ce principe n'était pas connu, puisque moi, ma grand-mère me l'a enseigné. Il m'a toujours dit, en tout cas D'accord, pour le repas du soir. Elle, c'était le repas du soir. Le reste de la journée, il n'y a pas ce principe de, effectivement, 80%, mais elle m'a toujours dit, le repas du soir, si tu peux t'arrêter avant d'avoir trop mangé, elle m'avait dit une soupe, enfin voilà, tu vois, elle est plutôt dans ces principes-là de profiter du repas, profiter aussi du moment de cuisiner pour aussi faire de ce moment un moment où on se nourrit, même si c'est pas physiquement, mais on se nourrit quand même de la nourriture par le travail des matières et tout. Et donc c'est vrai que ce principe-là, bah, je l'ai très tôt intégré et au final je me rends compte que ça a l'air de fonctionner. Donc effectivement, pourquoi pas nous aussi l'intégrer dans notre quotidien et voir les effets. Enfin alors effectivement elle a vécu la guerre, donc tu vois je me dis peut-être qu'il y a un lien et un point commun aussi, puisqu'elle a vécu la Seconde Guerre mondiale avec beaucoup de restrictions. Donc, ouais, je sais pas si c'est resté ouais, c'est ancré sûr en elle. que ouais, ça doit marquer finalement, ça doit forger et amener une certaine mentalité, la mentalité aussi bien de ne pas aller dans l'opulence, de ne pas aller dans l'excès, mais aussi d'être on va dire, plus à l'écoute des signaux de son corps, de se dire, bon, bah là, je sens que j'ai conscience que si je continue, c'est de la gourmandise, ou voilà, Mhm. c'est pour me faire plaisir, mais c'est pas un besoin vital de me nourrir, quoi. C'est comme, je fais petit aparté, les fois où, parfois, je sais que moi, ça m'avait un peu marqué. Une fois, j'avais lu un bouquin où la personne expliquait que des fois, on peut avoir une soudaine envie de lentilles comme ça, sans explication derrière, alors que les lentilles, c'est pas très sexy, mais C'est plein voilà, de le fer. fait d'avoir. Voilà, et le fait que ton corps te réclame tout d'un coup, tiens, j'ai envie de lentilles, ou j'ai envie de carottes, ou de quelque chose comme ça. Mais en fait, c'était peut-être juste un signal de ton corps qui te dit bah, je manque justement en fer. Dans quoi je trouve du fer? Je trouve Ouais. du fer dans les lentilles, je veux des lentilles. Ouais, Donc, bah ton corps est plus intelligent. Enfin, il a des connaissances vraiment que nous ouais, peut-être on n'a plus. Enfin, en tout cas, on les ouais, a plus et il faut peut-être réapprendre à connaître quel aliment contient quoi pour pouvoir nous nourrir en conscience. Donc ouais, c'est l'alimentation consciente là dont tu parles, c'est ça. l'alimentation intuitive. C'est une machine. Donc il réagit à j'ai besoin de quelque chose, je me pose même pas la question de mon état émotionnel, je veux manger cette chose. C'est vrai que nous, on est peut-être un peu plus Émotionnelle, ouais. malmenés ou guidés par nos émotions. On dit ah là, je me ferais bien une bouffe réconfortante ou Ouais, voilà. Et donc du coup, on va pas forcément faire des choix qui sont toujours les plus sains pour le parce que corps, ouais. voilà. Mais Donc c'est vrai que le corps est. manger la brioche, c'est répondre à l'appel de son mental pour Ouais, combler peut-être un manque. Moi, j'adore dire que j'adore la brioche parce que c'est mon câlin émotionnel, mon câlin alimentaire. d'accord. C'est tout mou. Je pense que c'est la Micaline ou j'en sais rien qui a mis ça dans ma tête, tu vois. Et alors que effectivement, quand c'est ton corps, il faut réapprendre à laisser son corps s'exprimer et donc peut-être aller chercher répondre à ses besoins, répondre à son corps et plutôt qu'à répondre à l'émotion quand on parle d'alimentation. Mais alors, tu sais, il y aurait peut-être un sujet hyper intéressant à faire. Ce serait sur ces fameux, peut-être, on va dire, aliments câlins qui ont qui peuvent être très différents à travers le monde, mais finalement très sensiblement les mêmes. Tu vois, dans la culture, dans la cuisine japonaise, par exemple, bon, aujourd'hui, ça commence à avoir beaucoup de popularité, donc les gens commencent à connaître, mais il y a le mochi, cette Mm. fameuse pâte de riz gluant.
qui est toute moelleuse et c'est Et les unanime. les couleurs pastel aussi, enfin je sais pas, mais Ouais, moi, je trouve voilà. que c'est réconfortant, ouais. Mais il y a un truc un peu de ouais, mais c'est, je sais pas, il y a une texture un peu moelleuse, un peu douce. On a envie de lui faire un petit bisou, on a envie de le croquer, tu vois. Et Tu toi, nous tu le me dis vends bien. ça. Ouais, tu me dis ça par rapport à la brioche. Je me dis, il y a peut-être un truc vraiment profond, tu sais, primaire de voilà, les aliments câlins. Est-ce qu'ils sont tous les mêmes ou est-ce que finalement c'est des choses très différentes? Je Ouais, sais c'est pas. Est-ce plutôt que ça appuie sur les mêmes choses, tu vois? Oui, bah c'est comme la Marcel, non. La Madeleine de Proust, la fameuse Madeleine de Proust. Ouais, je pense qu'il y a vraiment le côté aussi un lien avec ta nostalgie de ce que tu pouvais consommer dans ton enfance, peut-être avec tes grands-parents, avec tes parents. Enfin voilà, j'imagine qu'il y a ça. Faudrait faire une petite table ronde avec des gens qui parlent de cuisine du monde et puis on essaierait de trouver des liens. Un autre concept assez intéressant sur leur façon de s'alimenter sur l'île d'Okinawa, du coup, c'est ce qu'on appelle le nuchi gusui. En fait, en japonais, enfin, ça c'est le terme qu'on utilise à Okinawa. Il est probable, comme je disais, il y a des petites différences avec le japonais, notamment dans le dialecte, les coutumes, etc. Il est probable qu'en japonais, ça se dise Inochi no Kusuri. Donc Inochi, c'est la vie, et Kusuri, c'est les médicaments. Ok. Ce qu'on peut du coup plus ou moins traduire par les médicaments de la vie. Ça paraît très ésotérique comme ça, mais en fait on consomme aussi les aliments, et ça se retrouve aussi beaucoup dans la cuisine japonaise, et là je parle vraiment de l'île l'archipel japonais, donc pas forcément à Okinawa, qu'on consomme des aliments qui ont des pouvoirs de guérison sur le corps ou des végétaux qui sont riches du coup en vitamines, en minéraux, qui vont avoir même une symbolique de santé. Dans la cuisine japonaise, ça se retrouve beaucoup. Il y a vraiment des plats qui sont saisonniers, des plats par exemple qu'on va typiquement manger à la nouvelle année parce qu'on veut se souhaiter la santé. Donc on va manger ces plats-là parce que les ingrédients qu'on utilise, ils vont vraiment être, ils vont avoir vraiment une interprétation de ça apporte la santé. Donc on va le manger spécifiquement à la nouvelle année, et on va peut-être pas le manger tout le reste de l'année. Ouais. Enfin en tout cas on va pas le manger de manière aussi solennelle. Ah, il y a Donc voilà, l'intention aussi. Ouais, c'est ça. Il y l'intention. a vraiment à aller chercher dans les ingrédients, donc dans ce qu'on met dans son corps, qui peut avoir un impact aussi sur notre santé. C'est pas juste, voilà, il faut 70% de végétaux et puis 20% de viande et puis Ouais. 10% de... Enfin, Ouais. c'est un peu plus poussé que ça, c'est un peu plus Ok. réfléchi. Bah, moi, ça me fait penser parce que moi, je me dis nutrivore. Donc, avec une alimentation liée vraiment centrée sur les nutriments, au lieu de parler des macronutriments, effectivement, où on parle des glucides, des lipides, des protéines, où c'est vraiment ce qui est un peu ancré, je pense, dans la tête des gens en termes de nutrition, bah, c'est d'aller aussi parler des micronutriments, tout ce qui est vitamines, oligo-éléments et tout ce qui va aussi être un soutien à notre vitalité, va aider notre corps à bien fonctionner. Et donc, effectivement, j'ai l'impression que ce pouvoir de voir les aliments comme pourvoyeurs d'effectivement de sources de santé, de vitalité, parce qu'on a mangé des produits frais, mangé des produits qu'on n'a pas trop brusqués, effectivement pour conserver au maximum ces nutriments et en faire du coup finalement un médicament comme tu dis. Mhm. Complètement, complètement. Et du coup, chez Madame Shiitake, mon slogan c'est de parler de méthode bien dans sa tête et bien dans son assiette. Est-ce que tu pourrais nous dire si ça colle à l'état d'esprit des habitants d'Okinawa? Oui, 100%. Point. Merci. Non, effectivement. Alors, la particularité, on va dire avec le régime Okinawa, c'est que c'est pas un élément à part. En fait, c'est une des pièces qui contribue à la santé. Donc, l'alimentation, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu le socle, mais il y a plein de points majeurs en fait qui vont venir s'accumuler. En fait, la longévité des habitants d'Okinawa, c'est pas relatif à uniquement ce qu'ils mettent dans leur assiette. C'est vraiment, comme on disait, une espèce de pyramide de choses dont la porte d'entrée peut être l'alimentation, puisque c'est un peu voilà, la première source d'énergie qu'on met dans son corps, c'est la partie un peu concrète des choses. Par ailleurs, on ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. Donc, pour avoir une bonne vie, on mange ce qu'il faut pour donner de l'énergie et du fuel à son corps. Euh,
Et une fois qu'on a mangé pour vivre, eh ben, on vit pas juste comme ça. En fait, on a peut-être une raison ou une mission. Donc en japonais, on appelle ça l'ikigai. Ça, c'est un peu voilà, popularisé aussi. C'est un concept un peu philosophique, on pourrait dire, qui veut qu'on est tous, on est tous sur Terre avec quelque chose qui nous aide à nous lever le matin. Ça peut être des choses anodines. Parfois, ça peut être vraiment des tâches qui peuvent paraître de l'extérieur anodines. C'est-à-dire qu'on ne naît pas tous pour sauver le monde. On ne naît pas tous pour être un super-héros, mais finalement, d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui nous aide, qui nous motive à nous lever chaque matin. Une chose qu'on peut appeler, par exemple, une raison d'être, et qui va nous donner voilà, de l'enthousiasme, de la motivation, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très présent aussi, par exemple, dans ce qui contribue à la longévité des centenaires d'Okinawa. Ouais. C'est d'avoir vraiment une mission tous les matins. Ouais, enfin du coup, bon, là tu vois, ça me fait penser, je sais pas, je fais une petite parenthèse, là tu vois, je viens d'aller voir le film Une vie avec Anthony Hopkins, qui est justement une personne qui pendant la Seconde Guerre mondiale a sauvé 669 enfants juifs de la mort par rapport aux nazis, et du coup effectivement il a vécu 106 ans. Et je me suis fait la réflexion, mais est-ce que cette personne qui s'est vraiment engagée, tu vois, c'est une vraie notion d'engagement, il s'est donné cette mission, et il en a d'ailleurs malheureusement il en a souffert, il a un peu culpabilisé parce que il n'a pas réussi à sauver le nombre, j'allais dire, il aurait voulu tous les sauver, en fait, il y avait un grand nombre effectivement de réfugiés pendant cette période-là, en Tchécoslovaquie, et en fait il n'a pas réussi à sauver le dernier convoi qu'il avait prévu. Donc il y avait 250 enfants dans ce dernier convoi, et malheureusement le 3 septembre 1939 il y a eu le début de la Seconde Guerre mondiale, et effectivement du coup il n'a pas réussi à sauver ce dernier convoi, et il est resté assez hanté toute sa vie de ces 250 derniers enfants qu'il aurait pu sauver, au lieu de se focus sur les 669 qu'il avait finalement sauvés. Mais quand même, tu vois, je me dis, est-ce qu'il y a eu ce fait de s'engager, de sentir qu'il avait été vraiment utile, tu vois, dans sa vie. Alors, il faudrait se focus sur son alimentation et sur son assiette, si les deux collaient. Mais bon, effectivement, il vivait à une période où on avait moins le fast-food, et peut-être que voilà, ça a peut-être contribué. Voilà, bon, c'était ma petite parenthèse, actualité du cinéma. Mais ouais, du coup, si on se focus sur l'assiette, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'il y a au menu si là, demain, je décide de manger à la façon d'Okinawa, je sais qu'il y a une certaine façon, enfin, il y a des règles, des aliments. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les détails, sur comment se mettre à manger comme les habitants d'Okinawa? Ouais, bien sûr. Effectivement, c'est il y a deux trois notions à comprendre, mais tu vas voir que c'est pas spécialement euh, plus compliqué à comprendre que entre guillemets les régimes de base, puisqu'en fait on va parler de densité énergétique des ingrédients. Donc c'est déjà des notions qu'on connaît, mais juste sous d'autres termes. On va pas manger plus forcément en termes de quantité. Ou alors on va pouvoir manger plus en termes de quantité, mais comme la densité des ingrédients est différente de une barquette de frites ou d'un hamburger, bah forcément on va pouvoir en manger plus sans atteindre le même ratio calorique. Donc en gros, quand T'as on parle de un exemple peut-être entre aliments, comme tu dis, denses ou moins denses, ce serait quoi par exemple Oui, bah typiquement, on va avoir des aliments qui sont plutôt denses, ça va être les aliments transformés, les fritures, tout ce qui va être oléagineux, enfin tout ce qui va être de base assez gras, alors que bah, forcément des légumes, des fruits, des aliments qui sont riches en eau, des algues, du tofu, etc. Là, on va être sur des densités qui sont très faibles. Donc les densités, elles se calculent sur la quantité de calories présentes dans 100 grammes d'un aliment. Donc ça, c'est des calculs à faire, voilà. On trouve assez facilement des tableaux sur Internet avec des aliments qui sont répertoriés. Il y en a même un que j'ai mis sur mon blog si jamais ça intéresse, sur un article sur le Okinawa. Donc voilà. Après, on va dire, pour la plupart du temps, en vérité, c'est des notions qu'on connaît déjà. Les fruits, les légumes, voilà, c'est plus light que nous, les en France, frites. nous, en France, on a vraiment ce côté 5 fruits et légumes par jour. Donc déjà, bon, je pense qu'on a été martelé. Donc je pense que ça commence à rentrer. Alors après, il y a peut-être des choses sur lesquelles on va être
surpris. Voilà, il y a forcément tout ce qui va être huile, ça va être considéré comme dense, mais en même temps on va pas en mettre beaucoup, donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Euh, donc du coup, tout ce qui va être par exemple dense, comme de l'huile qu'on va utiliser sur une salade, on va le prendre plutôt en petite quantité, ce qui est le cas, hein. A priori on trempe pas ses feuilles de salade dans un bol d'huile, donc a priori c'est assez facile à comprendre dans les grandes lignes. Euh, ah, J'insiste sur le fait que, parce qu'on parle de régime, on parle de nombre de calories pour 100 grammes, etc. J'insiste sur le fait qu'en fait, dans le régime Okinawa, il n'y a rien qui est interdit. C'est-à-dire que c'est pas restrictif. L'idée, c'est pas de dire ah, cet aliment-là, il est dense énergiquement, donc j'en mange jamais. En fait, c'est juste d'avoir plus ou moins une balance de bon, bah voilà, là j'ai mangé des aliments qui étaient denses en énergie, donc je vais compenser derrière avec des aliments qui le sont moins. D'une manière générale, je vais essayer de faire en sorte que 80% de mon alimentation, ou 6 jours sur 7, mon alimentation, ce soit des aliments en basse densité calorique. Mais voilà, après, ça ne m'empêche pas, une fois de temps en temps, de manger quelque chose qui va être dans la mauvaise catégorie, on va dire, dans Ouais. la catégorie la plus dense. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, c'est que on ne réfléchit pas forcément, encore une fois, voilà, j'ai envie de me faire une pizza ou un truc comme ça, je vais plutôt aller vers des ingrédients qui sont plutôt à basse densité énergétique, et je vais avoir beaucoup de couleurs, beaucoup de choix dans mon plateau. Je ne vais pas avoir juste un plat avec un seul type de légumes, un seul type de glucides, un seul type de protéines. Je vais avoir une multitude de choses sur mon plateau qui vont du coup venir voilà, me divertir, on va dire d'une certaine manière, pardon, euh, qui vont me Diversifier, divertir tu veux. pendant. Alors attends. Divertir, Ah, tu veux j'entends dire, aussi, ouais, tu vois, pour la d'avoir couleur? oui, de la diversification, mais Mm. dans le sens divertir pour pas avoir juste une assiette, tu vois, j'entends divertir comme, voilà, entretenir un peu pas l'excitation, mais tu vois, la stimulation, Ouais, entretenir la ok. stimulation, donc je pensais à ça, divertir. Mais oui, D'accord. bien évidemment, du coup, diversifier pour Ouais. divertir son alimentation. Ouais, donc si on résume leur alimentation, leur façon de s'alimenter, euh, on se rend compte que c'est clairement beaucoup du fait maison. Enfin, il y a beaucoup, en tout cas très très peu, j'imagine, de produits transformés ou tout préparés. Là, tu vois, il y a un chiffre qui m'a un peu vraiment étonnée. Enfin, non, enfin, en même temps, j'imagine. Enfin, moi, en tout cas, je me sens pas concernée, mais il y a 70% de jeunes de 15 à 24 ans qui ne cuisinent pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de cuisine de produits frais, c'est beaucoup de produits tout préparés ou des livraisons ou voilà, des produits transformés. Et j'avais lu qu'une étude disait qu'un enfant sur trois ne reconnaissait pas, ne savait pas nommer les légumes. Ah Donc on en est là. Donc j'imagine qu'à Okinawa, c'est pas du tout le cas, parce que ça a l'air, tu me dis, d'être composé au niveau de l'assiette quand même principalement de légumes. Est-ce que du coup, il y a des règles en termes de... Pas de quotas, mais voilà, qu'est-ce qui compose l'assiette du coup dans le régime Okinawa? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans une assiette? ouais, alors bon, moi je vais pas, ce que je vais dire va peut-être pas plaire à tout le monde, mais effectivement, moi j'ai abandonné l'idée qu'on puisse manger sainement, de manière équilibrée, tout ça en mangeant des aliments transformés ou en ne prenant que 30 minutes par semaine pour micro-onder quelque chose ou le mettre au four. Je sais que ça dépanne de temps en temps. Moi-même, ça m'arrive d'avoir des choses à mettre très rapidement à cuire parce que j'ai pas le temps. Mais d'une manière générale, je pense que voilà, au bout d'un moment, faut arrêter de se raconter des histoires et faut bien comprendre que, enfin voilà, on a les habitants d'Okinawa. Alors oui, ils vivent sur une île et sur une île paradisiaque, mais ils travaillent aussi. Enfin, ils ont voilà, Oui. ils disposent pas de toute leur journée et du coup, bah, en fait, ils ont aussi des choses à faire, donc ça les empêche pas de consommer quand même de cette manière-là. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que c'est une affaire de priorité déjà sur laquelle on veut porter son attention. Alors après, ce qui va constituer par exemple un repas classique, notamment dans la cuisine japonaise, il y a un autre concept qui n'est pas forcément relatif à Okinawa, qui est plutôt relatif à l'archipel japonais pour le coup, qui est assez intéressant là-dessus, qui s'appelle Ichiju Sansai. Donc par exemple, Ichiju, ça veut dire une soupe ou un liquide, et Sansai, ça veut dire trois accompagnements. Donc ça, c'est quelque chose qui est né
à l'époque féodale, notamment, donc à peu près 19e siècle. Et enfin qui existait déjà avant en réalité, hein, mais du coup qui s'est vraiment plus popularisé au moment du 19e siècle. Et l'idée, par exemple, c'est d'avoir toujours à chaque repas ichiju, donc une soupe ou un bouillon, voilà. De shiitake. Par exemple. Donc on va plutôt parler de bouillon que de soupe. Hein. On pense pas à du velouté hein, quand on est au Japon. On pense plutôt à la soupe miso, évidemment. Ouais, liquide. Dans laquelle on peut mettre des shiitake, du tofu, des algues, etc. Mais en réalité, un petit peu tout ce qu'on veut, puisqu'il y a autant de soupe miso que de saison. Et Sansai, ça va être 3 accompagnements. Donc dans les accompagnements, on va penser à tout ce qui est tsukemono. Donc les tsukemono, ça va être tout ce qui est pickles, donc aliments vinaigrés ou saumurés. On va avoir des protéines, donc ça peut être des viandes, des poissons, ça peut être de l'œuf, ça peut être du tofu. Et voilà, et on va l'avoir ça en 3 petites coupelles, ou plus, hein, ça peut être plus. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu un peu... à la base, c'était un concept beaucoup plus populaire, puis c'est devenu quelque chose d'un peu... luxueux. En fait, on fait des plateaux, et plus il y a de petites assiettes, et plus c'est luxueux. Ouais. Donc la variété, la diversité, se divertir. Exactement. Et dans ce Ichizu Sensai, alors oui, évidemment, on va pas manger juste une soupe et 3 petites assiettes, hein, sinon on va un peu crever la dalle, on est d'accord. On va 80%, aussi on a dit, on n'a pas dit 40%. 80%, oui. On va aussi ajouter un bol de riz blanc. Un bol de riz, voilà. Et en fait, on ne le précise pas, parce que c'est admis. Japon, c'est admis qu'il y a un bol de riz. Donc, je caricature un petit peu, mais en réalité, c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est d'avoir toujours un bol de riz, une soupe, et puis des petits accompagnements. Et ces accompagnements, de la variété, donc un mix légumes-protéines. Voilà, c'est ça. Donc là, on a vraiment une assiette complète, et puis comme c'est on a vraiment un plateau complet, mais c'est vrai que comme c'est dans des petites portions, on va avoir tendance à manger, à pas se servir dans le plat, quoi. On va mettre dans des petites portions, etc. Donc ça, c'est pas spécialement typique à Okinawa, mais ça peut donner un petit peu un ordre d'idée de à quoi ressemble un plateau japonais. À Okinawa, il y a une autre façon de s'alimenter, mais finalement, c'est un peu le même principe. Ça va être un plateau avec plein de petites choses, avec des spécialités locales, des légumes, et des légumes de saison, par exemple, des légumes des fruits de saison, mais surtout qui sont cultivés sur l'île, parce que, je le rappelle, elle est un peu isolée, l'île de Okinawa. Ouais, donc c'est pas les mêmes ressources, voilà. Donc forcément, ça va être toujours très relatif à la pêche environnante, à ce qui est cultivé sur l'île, et voilà, et à l'agriculture, en fait, d'une manière générale. Ouais. On est sur une société qui est peut-être moins basée sur l'import-export, et qui du coup va vraiment être plus sur manger local et de saison. Mais du coup là ce que je comprends et ce que j'entends c'est que finalement il faut quand même passer en cuisine du coup donc si on comme tu disais si on veut vivre longtemps en bonne santé et finalement presque être centenaire comme à Okinawa ou dans les zones bleues, ça nécessite de cuisiner. Donc comment tu pourrais par exemple convaincre les 70% de jeunes qui ne font pas du tout de cuisine et qui peut-être on va dire préfèrent Deliveroo, hein, j'imagine, que d'être à la maison à la cuisine. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme argument pour les convaincre qu'il faut passer en cuisine, justement ? Alors moi, j'ai une vision des choses qui est un peu particulière. Je considère la cuisine comme une activité égoïste. Tout simplement parce que moi, la première personne à qui je pense quand je cuisine, c'est moi, clairement. C'est pour moi que je cuisine. Même quand je cuisine pour les autres, j'ai toujours envie de manger ce que je prépare. Je me mets l'eau à la bouche toute seule, je me donne faim, souvent c'est ça ma phrase, je me donne faim, et puis je me raconte une histoire, tiens, et si j'ajoutais ci, et si j'ajoutais ça, tiens, en ce moment, je compose aussi un peu avec les contraintes que j'ai dans mon frigo, hein, donc tiens, il me reste ci ou ça, qu'est-ce que je peux faire avec, donc je vais me stimuler avec ça. Et tu passes un bon moment avec toi-même. Exactement. C'est pour moi, voilà, mon argument ce serait d'être égoïste, que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Maintenant, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, oui, le fait maison, c'est indéniable. Ça ne veut pas dire forcément de mettre les petits plats dans les grands, ça peut être des choses très basiques. En fait, finalement, ça peut être juste revenir à des matières brutes. Si on choisit les bons ingrédients, donc qu'on a les bonnes épices dans ces placards, les bons condiments, on peut assaisonner tout très bien
avec très peu de choses. Il n'y a pas forcément j'en parlais juste avant, là, les tsukemono au Japon qu'on trouve beaucoup, c'est vraiment l'exemple typique de légumes qu'on cuisine très peu, parce que souvent c'est cru en plus, donc on n'a même pas besoin de les cuire, et qu'on va laisser, Quand tu reposer dis dans des qu'on marinades. cuisine, ouais, tu dis qu'on cuisine très peu, pas dans le sens où on ne les consomme pas, mais il y a peu de temps de cuisson ou de cuisine. C'est ça, peu de Parce que préparation. oui, mais pardon, on les excuse-moi, consomme. Oui, c'était parce que peut-être j'ai pas très entendu clair. qu'on cuisine très peu, mais du coup c'est dans le sens, il n'y a pas beaucoup de temps de préparation Ouais, pour l'utiliser. techniquement en plus, c'est Ok. ça. Très peu de préparation, c'est des choses qu'on va finalement qu'on va assaisonner de sel, de sauce soja, de mirin, donc de l'alcool de riz, de miso, de la pâte miso. Donc si on a tous ces petits condiments-là déjà au frais ou dans ses placards, en fait on peut cuisiner un petit peu n'importe quel légume. Et on n'a pas, et ça demande pas énormément de préparation et ça peut se conserver très bien au frais. Donc Ouais. en fait c'est à la portée un peu de tous. Donc voilà. Donc Mais ouais, mon finalement, argument c'est d'être égoïste. j'allais dire piocher donc dans les aliments frais de saison que tu peux avoir, soit tu vas au marché ou soit que tu viens d'acheter, plus tu consommes les aliments que tu as achetés proche du moment de l'achat, plus ils vont être frais et donc riches en nutriments. Et du coup, finalement, après, partir de ce produit brut et un peu faire sa petite tambouille avec ce qu'on a et ce qui nous inspire sur le moment. Donc la cuisine finalement un peu intuitive. Et en même temps, moi je partage beaucoup aussi sinon sur le batch cooking, donc peut-être s'organiser si on n'a pas le temps en semaine, peut-être cuisiner sur le temps du week-end, pour passer ce temps comme une activité, vraiment je passe du temps avec moi-même. Alors toi tu parles d'égoïsme, mais alors du coup ça me fait réagir parce que j'ai fait un épisode de podcast récemment sur l'amour de soi. Et en fait, Ouais. moi, j'entends vraiment la différence entre amour de soi et égoïsme. Quand tu dis que tu passes du temps pour être avec toi-même et t'honorer et finalement te faire du bien, au final, pour moi, c'est de l'amour de soi. Quand on est dans l'amour de soi, enfin voilà, donc on se fait du bien à soi. Effectivement, on est sur sa personne, mais par contre, quand on est dans l'égoïsme, on va être plutôt au détriment d'eux. Tu vois, genre du coup, c'est un peu je pense à moi, mais pour te prendre quelque chose à toi, et donc ça va te coûter, ou ça va te faire un petit peu du mal. Donc moi je pense pas que du coup finalement tu sois si égoïste, c'est plutôt te faire du bien, te faire plaisir, et en plus au contraire la cuisine est aussi un vecteur de faire plaisir à l'autre, Ouais. donc au final pas du tout égoïste quoi. Donc au final c'est Mais tu te je mets le en vois, avant, ouais, je tu le te vois mets en juste comme avant. un équilibre, tu vois. Oui Genre voilà, d'avoir un peu des ouais. petites doses de tout. Alors bien évidemment, je recommanderais pas d'être 80% égoïste et le reste du temps dans le partage. Mais ouais, en fait, finalement, il y a rien de mauvais dans tout. Tu vois, il y a du bon dans tout, plutôt, ça sera mieux comme ça. Il y a du bon dans tout, donc il y a du bon dans le fait d'être parfois égoïste. Faut pas que ça devienne la majeure partie du temps, c'est tout. Et c'est vrai que le fait de dire, moi quand je dis, voilà, j'aime bien être égoïste, c'est juste parce que, effectivement, on va dire la pensée de départ, c'est que moi j'ai envie de me faire plaisir, Mm, mm. tu vois. Ouais. Après, c'est peut-être juste pas de l'égoïste et je sais pas, de l'abnégation totale à Mm, mm. moi-même. Mais du coup, bon alors tu vois, tu donnes donc des cours de cuisine, des ateliers de cuisine en Bretagne, à Rennes notamment, et on peut te retrouver en ligne, réserver avec toi des ateliers, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, tu fais des vidéos YouTube, et du coup je trouve que tu transmets justement ce côté joyeux dans la cuisine, en faire quelque chose de ludique et assez vivant. Donc je vous invite à suivre Estelle pour, si vous voulez, vous motiver à être joyeux au moment du passage derrière les fourneaux. Et alors du coup, tu donnes des cours de cuisine japonaise, mais tu ne vis Ouais. pas au Japon puisqu'on est en France. Et Ouais. j'aimerais bien que tu nous donnes un peu des conseils sur, du coup, si on est quand même inspiré par le régime d'Okinawa, comment est-ce qu'on peut faire pour manger à la façon d'Okinawa tout en étant en France? Comment on peut faire pour se fournir en ingrédients les plus proches, même si ce sera jamais exactement les mêmes, ou voilà les techniques de cuisson, de dégustation, qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu se mettre à la mode d'Okinawa à la maison en France? Ouais, exactement. Bah, comme tu le dis, je pense que le plus gros souci quand on entend régime Okinawa, c'est que soit on a des gens qui sont qui vont être vraiment tournés vers ok, il faut manger comme les gens d'Okinawa, etc. Et puis il va y avoir tous les autres qui utilisent un peu le titre de régime Okinawa et qui vont développer un peu des régimes qui sont pas du tout inspirés de la culture de l'archipel et qui vont plutôt voilà, se servir un peu de ce nom de manière un peu vulgaire voilà, pour vendre des méthodes de régime, etc. Donc le bon compromis, c'est que effectivement, si on ne vit pas au Japon, ce qui est mon cas,
Je peux me fournir de certains ingrédients. On en a parlé au début, on a parlé du shiitake par exemple, qui est facile à trouver en Bretagne puisqu'il est cultivé ici. Moi, Mais j'en ai aussi, j'habite pas en Bretagne, mais du coup, il y en a partout en France. Enfin, voilà. la culture est en Bretagne, mais après, on en trouve dans n'importe quelle épicerie, soit asiatique, soit dans les épiceries bio, ou au rayon Ouais. bio aussi de certains grands supermarchés. Et en séché, ouais. Ouais, en Donc séché. en fait, c'est des aliments qu'on trouve quand même assez facilement. Il y en a d'autres qu'on ne trouvera pas parce que effectivement, bah, déjà, la France, la France n'est pas une île. Déjà, n'est pas une île et n'a pas un climat paradisiaque de ce que j'en sais. Mais voilà, donc il peut y avoir des petites différences. On va pas pouvoir, de là où on est, absolument manger exactement ce que mangent les habitants d'Okinawa. En revanche, si on a compris les grandes lignes, on peut l'appliquer soi-même chez soi. Donc, aussi, petite parenthèse, même si on arrive à se procurer des ingrédients, enfin des aliments japonais ou des aliments d'Okinawa qui sont cultivés en Europe ou en France par exemple, il faudra prendre en compte le fait que ça n'a pas été cultivé dans les mêmes conditions, pas dans la même terre et du coup pas dans les mêmes conditions. Donc même si on achète certains produits qui ne sont pas, qui sont japonais mais qui ne sont pas cultivés au Japon, on aura forcément une petite différence de saveur, une petite différence de texture entre les produits qu'on va trouver là-bas et les produits qu'on va trouver ici. Et Donc, peut-être les propriétés nutritionnelles aussi, ce qu'ils contiennent vraiment en nutriments, parce qu'il y a le exactement. côté vraiment le contexte de culture. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vrai qu'il faut pas, voilà, faut pas se mettre non plus trop la pression à vouloir absolument coller au régime d'Okinawa. Je pense que l'idée c'est avant tout de bien appliquer déjà les concepts de hara chibu, donc manger à 80%, et inochi no kusuri, je veux dire en Mm. japonais parce que moi j'ai appris le japonais. Oui, ouais, ouais, ouais. Donc les médicaments, le médicament de la vie. Ouais. Donc c'est déjà de prendre conscience de ça, de peut-être voilà avoir une disposition en petites assiettes, voilà un repas un peu euh, partitionné ou compartimenté plutôt. Et finalement dans le concret, à quoi ça ressemble? Bah déjà c'est très culturellement par exemple on mange peu de fruits et peu de viande Mm. à Okinawa. Par rapport Donc à la culture, justement, ou le fait qu'il y ait moins d'élevage, enfin... et bah oui, en fait, Mm. juste pour des questions de place. Mhm. En fait, les fruits au Japon, pas juste à Okinawa, c'est plutôt un. Alors, bah, ça va être un très bon lien avec tout ce qu'on disait avant, pour vous dire à quel point ça se transcrit dans leur culture. Par exemple, les fruits au Japon, c'est plutôt une denrée de luxe. Donc, par exemple, quand les gens sont malades à l'hôpital, on offre des paniers de fruits. Parce que c'est sucré, que c'est... Ouais, c'est le Des côté... vitamines, c'est Mm. des produits luxueux qui coûtent cher parce qu'en fait il y a très peu de territoire cultivable. La Mm. terre n'est pas L'espace, spécialement ouais. faite. Voilà, L'espace, ouais. l'espace et au-delà de l'espace, il y a aussi des terres cultivables en fait. Il y a beaucoup de terres volcaniques au Japon. Mm. Donc en fait, c'est pas des lieux où on peut cultiver des fruits, des légumes, etc. Donc finalement, ils sont assez réduits en termes de capacité. Donc ils vont Prioriser, importer, ouais. voilà, Mm. ils vont importer beaucoup de fruits du continent et donc de fait, ça va devenir des produits de luxe. Et les peu qui sont cultivés, du coup, au Japon, bah, alors là, ça va être des fruits. Alors, ils sont très très beaux, hein, du coup. Ouais, C'est ouais. toujours des paniers qui donnent vraiment vraiment envie. Mais donc voilà. Et finalement, par rapport à nous, où moi j'ai toujours eu des fruits chez moi, toujours eu des pommes, des bananes, des clémentines, des mandarines, des oranges. Parfois des ananas, enfin voilà, on a toujours des fruits dans nos maisons. C'est même généralement, on entend très souvent des mamans dire bah prends un fruit. Ouais. Donc c'est vraiment Du coup, il n'y a pas de... culturel. Au niveau Là-bas, c'est très sucré, peu. et au niveau Ouais. sucré aussi, ou c'est juste le côté fruit, ou est-ce qu'ils vont vraiment pas manger ben, la saveur sucrée, est-ce qu'elle est, enfin, C'est j'allais plus dire doux. connue, répandue. Ouais, ok. Ouais, c'est connu, mais c'est beaucoup plus doux. Alors par exemple, dans la cuisine, ils vont beaucoup utiliser donc je disais tout à l'heure, le mirin. Le mirin, c'est un alcool de riz. C'est pas comme le saké, c'est beaucoup plus léger en termes d'alcool. Mais par contre, c'est assaisonné généralement à l'amidon de maïs. Donc en fait, c'est un peu sucré. C'est vraiment quelque chose qu'on va aller mettre. C'est un condiment. C'est un truc qu'on va aller mettre dans des poêlés, des marinades, des choses comme ça. Donc c'est un petit condiment sucré qu'on va venir ajouter. Un petit peu comme on mettrait du miel sur certaines préparations qui sont salées. Mais du coup, on va pas forcément manger des cuillères de miel. Donc on va pas manger des cuillères de myrrhine. Mais voilà, c'est ça qui va apporter un peu la douceur et le sucre dans les préparations. Mais c'est vrai que
voilà, culturellement, on va pas avoir un fruit dans les mains, on va pas mettre une pomme dans son sac, Mais on n'aura pas forcément non plus de dessert, c'est ça que je veux dire. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de fruits, il y a du dessert ou du goûter ou de la saveur sucrée, ou est-ce que justement il n'y a pas du tout... on va être plutôt sur du salé? Alors, il va y avoir des formes de dessert ou de goûter, ça va se trouver. On va être plus sur des préparations à base de haricots sucrés, par exemple. Donc ça va être à partir du sucre. Par exemple, à Okinawa, il y a des cultures de canne à sucre, notamment. Donc on va plutôt sucrer des préparations que voilà, partir de fruits. Mais c'est vrai que historiquement, et on va dire dans la consommation personnelle, peu de fruits, peu de viande, comme tu l'as dit, pour des raisons d'espace, de culture, de position géographique qui font qu'on a accès à moins. L'archipel japonais a été végétarien pendant 1200 ans, donc voilà, tout ça c'est culturel, c'est juste on n'est pas... c'est des îles, donc autant ils vont manger beaucoup plus de poissons, de crustacés que des viandes. Alors après, ils en mangent quand même à Okinawa, ils vont manger plutôt des viandes maigres comme la chèvre ou le porc. Voilà. D'accord. Donc des viandes plutôt maigres, légères, Et de la volaille pas très peut-être grasses. aussi? De la volaille. La volaille, oui, un peu, mais il y a beaucoup plus de spécialités à base de porc, par exemple, à D'accord. Okinawa. Voilà. Ok. Et Quand même les légumes, du coup. légumes, évidemment, du thon, donc du poisson, différentes sortes, parce qu'aussi il y a des sortes de thon qu'on n'a pas ici. Hein. Et surtout, les mers qui entourent Okinawa sont chaudes, donc forcément les poissons sont moins gras, D'accord. tu vois. Et après, des produits typiques de la cuisine asiatique. Donc le soja, beaucoup. Donc le tofu, les algues. Ça, c'est vraiment typique de la cuisine japonaise. Hein, des algues, du tofu. C'est vrai que pour nous, ça paraît toujours un peu fade, etc. Mais en réalité, il y a beaucoup de bouillon. Il y a beaucoup d'assaisonnement. Ils vont manger aussi beaucoup de courges. Alors, les plus célèbres, c'est la goya et la nabela. Qui sont des courges qui ressemblent un peu à nos courgettes en fait, vertes, voilà, et qui vont être vraiment la base de spécialités okinawayennes. Donc c'est vraiment des choses, des plats typiques d'Okinawa et de la bardane, voilà. Ok. Après beaucoup de thé. Voilà, ils vont boire beaucoup Ah oui. de thé au jasmin, thé au curcuma, ça peut être un peu surprenant, on s'imagine pas forcément faire un thé à base de curcuma, mais Ouais. Bah pour mais le en coup, là, réalité, ça me fait penser qu'il y a quand même un lien avec l'alimentation anti-inflammatoire. Du coup, bah, le ouais, curcuma, c'est vraiment l'ingrédient ouais. phare en alimentation anti-inflammatoire. Donc C'est exactement ce que j'allais dire. les On légumes est de pile dans le saison, thème. le shiitake, voilà, donc c'est vraiment l'aliment médicament avec beaucoup de nutriments qui vont venir lutter contre les radicaux libres. J'imagine, après, ils ont moins de stress puisqu'ils ont le rythme des îles, donc c'est sûr qu'il y a Ouais. peut-être moins de nécessité à aller lutter contre les radicaux libres. Ça me fait penser que, ouais, du coup, quelle est pour toi la principale différence au niveau du régime entre le régime japonais et le régime d'Okinawa? Alors, juste pour terminer sur ce que je disais juste avant, Ah, parce pardon. que ce point-là, je pense que pour les Français, il va être important. Très peu de lait et très peu de Ah, fromage. donc Désolée. anti-inflammatoire Voilà. aussi. Bah oui, parce que Vraiment anti-inflammatoire. les produits laitiers, la caséine, c'est vraiment source d'inflammation. Donc voilà, donc peut-être aussi voilà, le fait qu'il y ait moins d'inflammation. Après, c'est sûr qu'au niveau de la céréale, j'imagine que donc il y a beaucoup moins de blé, donc on va être sur du sans gluten aussi. Donc effectivement, bah, c'est tous, j'allais dire, les grands principes de l'alimentation anti-inflammatoire sont quand même assez présents. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, par exemple, avec le Ichiju Sansai et la manière de composer son menu, du coup, à Okinawa. Moi, le premier point qui me marque, enfin, quand je m'étais penchée un peu sur le sujet, justement, du régime Okinawa, c'est vrai que la première chose que j'avais notée, c'est le riz, quoi. Il est où, le riz? Alors, ils en mangent, hein, attention, je fais pas... évidemment qu'ils mangent du riz, mais c'est vrai que plus je m'intéresse et plus j'étudie la cuisine japonaise, plus je me rends compte à quel point le riz, c'est bien plus qu'un aliment. Au Japon, historiquement, ça a été une monnaie d'échange. Enfin, c'était la Ouais, manière de c'est se la rémunérer. ressource. C'est La ça, c'est ressource, vraiment la ressource. c'est l'or blanc. C'est ça, ils sont autosuffisants à 95%, ils ne vendent pas leur riz. Donc c'est Ouais. dire à quel point, voilà, pour eux, on touche pas au riz. C'est précieux, on gaspille pas les grains, etc. Mhm. Donc c'est vrai que, voilà, le premier truc qui me marque, moi, c'est sûr que sur l'archipel japonais, là, le riz, il est
très très présent. Alors après, bien sûr, il y a des nouilles, nouilles de sarrasin, nouilles de blé, il y a plein d'autres choses qui sont très typiques de la cuisine japonaise, mais c'est vrai que, voilà, le riz. Alors qu'à Okinawa, donc il y en a moins. Peut-être encore une fois une question peut-être d'espace et de climat peut-être et d'importation entre le continent japonais et l'île d'Okinawa. Probablement un mélange de tout ça, ouais. Et du coup, quelle est leur céréale ou leur ressource un petit peu plus qui pourrait remplacer le riz? Eh ben, ils vont avoir du riz quand même, hein, mais c'est vrai qu'ils vont être par exemple plus sur la pomme de terre ou sur des féculents, des féculents un petit peu différents. Mais c'est vrai que moi c'était le premier point qui m'avait un petit peu sauté un peu aux yeux, où je m'étais dit tiens, je trouve que il y a beaucoup moins de riz. Alors ils ont quand même de l'alcool de riz, hein, pour le coup. Ils savent se faire plaisir, hein, quand même. Voilà, ils ont de l'alcool de riz. Awamori, quelque chose comme ça. C'est vraiment une spécialité, un alcool qui est fait que à Okinawa. Ah, que à Okinawa. Qui est connu pour ça, ouais. Je crois que c'est Awamori, quelque chose comme ça. Et après, un autre point, alors si on se base vraiment sur, on va dire, l'alimentation moderne, hein, de nos jours, au Japon, il y a beaucoup de viande. Beaucoup de viande, beaucoup de... ils se sont ouverts aussi à la mondialisation, du coup. Il y a eu la période de fermeture. Un peu plus compliqué que ça, voilà. Donc en fait, rapidement, le Japon a été végétarien pendant 1200 ans. Il y a énormément de recettes qui ont été faites à la base sans viande. Okay. Et du coup, il y a ça pour eux, mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de viande, et il y a beaucoup de viande un peu partout, et de la viande de tout, quoi. Bon, je sais que tu aimes beaucoup le concret, là, on a parlé beaucoup de théorie, on a beaucoup parlé sur les principes et tout ça. Si on devait maintenant passer au cas concret, au cas pratique, est-ce que tu aurais par exemple une idée de recette ou une idée de si demain là je veux me mettre à manger un peu, on a dit pas complètement à la mode d'Okinawa, puisqu'on peut pas forcément être comme un habitant d'Okinawa vu qu'on ne vit pas à Okinawa, mais alors du coup qu'est-ce que tu nous conseillerais comme idée recette? Alors pour la petite, là encore une petite parenthèse, j'ai rêvé de toi cette nuit, je pense que c'est parce qu'on avait notre interview, parce qu'on a fait notre interview aujourd'hui, mais donc j'ai rêvé que j'étais à un de tes ateliers et que je te demandais de me faire un tartare d'algues et que tu ne voulais pas. Que tu me disais que non, ça ne faisait pas partie de ton listing de recettes en atelier, mais je voulais mon tartare d'algues. Donc voilà, je sais pas si ça va t'inspirer, mais quelle recette c'est possible. Il y a beaucoup d'algues qui se mangent, hein, tu sais, au Japon. C'est vrai que nous, on connaît les trois principales, c'est l'algue kombu, donc celle qui sert à faire le bouillon dashi. Il y a l'algue wakame, donc celle qu'on trouve dans la soupe miso, l'ail un peu verte, un peu gluante. Ouais. Et puis il y a l'algue nori, celle qui est autour des makis. Généralement les trois qu'on connaît si on s'intéresse un peu à la cuisine japonaise. Mais en réalité il y en a plein d'autres qui se cuisent et qui se mangent en salade, etc. Voilà, hijiki, arame, enfin voilà. J'avais écrit un article aussi dessus si jamais ça intéresse. Mais effectivement déjà en termes d'algues on a du choix. Moi, si je devais donner des conseils pour se mettre à manger effectivement concrètement un peu à la mode d'Okinawa, donc au régime Okinawa, déjà, je pense que le premier point qui est peut-être le plus rapide et le plus facile à mettre en place, c'est le thé et les bouillons. Donc, mettre du thé toute la journée. Enfin, à disposition. À disposition, beaucoup de thé. Et pourquoi pas alterner avec des bouillons pendant les repas. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus aujourd'hui depuis que je cuisine japonais presque quotidiennement. Mais c'est vrai que pourquoi pas mettre un bouillon à tous les repas. Ça n'a pas besoin d'être un bouillon très travaillé. Il y a plein, comme je disais, il y a plein de condiments aujourd'hui qui permettent de donner de la saveur. Et puis, mine de rien, ça hydrate, ça remplit l'estomac. Si on met du miso dedans, ça devient un vrai atout pour les intestins, donc pour la digestion, etc. Donc voilà, vraiment s'approprier un peu le dashi, donc le bouillon japonais à base d'algues, et l'utiliser pour autant de préparation que possible. Donc voilà. Après, des légumes un petit peu partout, hein, des légumes à tous les repas. Renseignez-vous auprès des tsukemono. Vraiment, c'est des petites préparations qui se font assez rapidement. Petits accompagnements. C'est ça, les accompagnements. Moi, j'en ai toujours plus ou moins au frigo qui sont prêts. Comme tu l'as dit, en parlant de batch cooking, c'est vraiment des choses que les Japonais, ils vont couper leurs légumes, ils vont les mettre dans des sacs congélation ou des boîtes, hein, ce que vous préférez,
avec une petite marinade, et puis ils vont laisser ça dans le frigo pendant 3-4 jours, et ils vont juste en prendre une cuillère ou deux à chaque repas. Donc ça permet d'avoir un petit peu de tout à chaque repas, sans y investir trop de temps de préparation, puis d'avoir toujours quelque chose au frais qui est prêt à être mangé et qui est fait maison. Ouais. Ou du cru, on peut mélanger du cru, de la cuisson vapeur douce, peut-être pour préserver un peu les nutriments C'est ça. des légumes. La plupart des tsukemono sont généralement crus, mais effectivement, après, voilà, il y en a certains, on va les faire cuire un petit peu, mais généralement c'est cru. C'est un peu le principe pas trop cuit aussi, ouais, voilà. 80% sinon. Ouais. Pas c'est beaucoup. Le principe du cornichon, quoi. Hein. Le bocal de cornichon, on l'a dans le frigo. On n'en mange pas 50 à chaque repas, on en prend quelques-uns. Bon, là, c'est plus sexy que des cornichons, mais c'est vraiment des choses qu'on va pouvoir laisser dans le frigo assez longtemps. Et du coup, là, nous, avec nos légumes, par exemple, on peut faire ça avec du chou, par exemple, ou avec des carottes, enfin, avec quoi tu penses chou, carottes, couper très finement. Ouais, ça marche vraiment avec pas mal de choses. Chou, carottes, oignons, navets. Il y a un ingrédient qui est vachement... Alors, après, il faut respecter un petit peu votre disponibilité, enfin, l'accès localement à ces ingrédients. Donc, si vous les trouvez sur votre marché, ou si la saison est... si c'est la bonne saison. Mais par exemple, un des ingrédients très utilisés dans la cuisine japonaise, ça va être le radis daikon. Donc, qui est un gros radis blanc, une espèce de grosse carotte de 30 cm qui est très très grosse. Ça, typiquement, voilà, c'est ça, vous avez de la chair, quoi, vous en avez pour votre argent quand vous l'achetez. Et on peut le cuire, on peut le bouillir, on peut le faire sauter, on peut le manger cru, c'est un radis. Ouais. On peut le faire à la mandoline, tu le coupes finement à la mandoline et tu le mets dans une marinade et ça fait aussi... C'est ça. Tu peux même, en cuisine japonaise, tu peux même le râper, en faire une espèce de purée, comme tu le ferais avec du gingembre, par exemple. Et puis tu déposes ça sur des poissons, cuits ou crus. Tu peux déposer ça tu peux le mélanger à des préparations, à des marinades, etc. Ça va donner un petit goût un peu piquant à ta préparation. Il y a vraiment plein de choses qui sont possibles de faire. Concrètement, dans une journée, on va partir au petit déjeuner, peut-être privilégier des compotes, donc des fruits mais plutôt cuits. Ou des fruits crus si vous préférez. Là, tu veux dire que tu adaptes à nous parce qu'effectivement, ils vont peut-être pas se baser sur les fruits, comme tu disais qu'il n'y avait pas trop de fruits. Voilà, ils seraient peut-être plus sur un petit déjeuner salé, j'imagine. Petit déjeuner, oui, ils vont petit déjeuner autant la même chose que ce qu'ils mangeraient à midi. Ouais, voilà. Parce que ça, c'est je pense, le point le plus difficile en France, c'est de switcher le petit déjeuner comme un plat, enfin comme un repas normal, du style, je mange comme je mangerais à midi, donc un repas, en fait, un plat salé. Alors moi, ce que je faisais parce que moi aussi, j'aime bien la touche un peu sucrée le matin. Après, c'est vrai que plus tard, on commence le sucre dans la journée et plus tard, on va manger de sucre dans sa journée. Donc, quand on est dans une logique de perte de poids, par exemple, ou de faire baisser un peu sa consommation de sucre, c'est mieux de commencer le sucré après-midi, donc après le repas du midi. Mais par exemple, moi je me faisais, quand je sentais que j'avais une envie de sucrer, c'était vraiment de me faire un petit déjeuner comme si je faisais un repas de midi, c'est-à-dire un vrai plat avec une touche sucrée à la fin, comme on le ferait le même principe, mais juste je le fais au petit-déj. Okay. Si vous êtes plutôt ouvert à manger à la japonaise, pourquoi pas du riz. Essayez de ne pas mettre plus de 100 grammes parce que c'est vrai que en vrai, un bol de riz, ça se remplit vite. On est vite à 200 grammes de riz. Surtout quand on a... moi, je me réveille le matin, j'ai faim. J'ouvre les yeux, j'ai faim. Donc, et quand je pense à mon bol de riz, je me dis, oh là là, je vais me faire un bol de riz énorme, il faut qu'il dépasse, c'est tout. Alors que si on prend les principes d'Okinawa, ce serait plus le bouillon avec les légumes et la protéine. Du coup, effectivement, finalement, pas de glucides. Puisque comme tu dis, le sucre, en fait, le sucre, c'est pas que le goût sucré, c'est aussi le glucide. Et donc, le riz, c'est vrai qu'effectivement, c'est 100% glucide. Donc, du coup, j'imagine qu'à Okinawa, il serait plus sur le fameux classique d'avoir du bouillon et plusieurs accompagnements, des légumes et de la protéine, du coup. Ouais, c'est ça, voilà. Un peu de riz, comme je te disais, une soupe, si tu en as envie, ou alors l'inverse, une soupe et pas de riz. Et quelques légumes et un peu de viande ou de protéines. Ça peut être omelette ou tofu assaisonné. Le tofu japonais est très très bon tout seul. Je sais qu'on a un peu cette image du tofu un peu... très ferme, qui va un peu se... Voilà. Oui, c'est le tofu qu'on trouve dans la soupe miso qui fond sous la bouche, là. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment le soft qu'on trouve, qui se trouve assez facilement.
Et c'est pas le tofu soyeux, hein, c'est un autre. D'accord. Tofu Ok. soyeux, c'est vraiment encore plus Crème. léger. Ouais. 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 Là, on est vraiment sur un tofu qui se tient quand même, qu'on arrive à maintenir. D'accord. Et ça, juste avec un peu de sauce soja, un peu de gingembre, ou... Mm. voilà, c'est déjà Des très et très bon. les condiments, les pickles. Ouais, Ok. voilà. Et pour le midi, donc on va privilégier des protéines qui sont maigres, donc maquereau, poisson blanc, tofu. Euh, du saumon, c'est possible. Alors notre saumon, il est un peu plus gras, Ouais. Non, c'est pas. Oui. mais voilà, cuit ou cru, ça c'est un petit peu comme vous Mm. préférez. Sauvage en fait, il faut qu'il soit C'est sauvage, ça. pas le saumon d'élevage. C'est sûr que bon, jamais je conseillerais le saumon d'élevage qui est du coup selon les conditions d'élevage de très mauvaise qualité, hein, avec tout ce qu'on peut voir dans certains documentaires si on se renseigne, mais parfois il vaut mieux pas manger de saumon d'élevage qu'en manger quoi. Ouais, c'est ça. Accompagner ça voilà, de salade. Alors, attention, hein, moi je suis une gourmande, hein, je dis gourmande passionnée. Donc, je ne me nourris pas que de salade, c'est pas possible. Je vais mourir de faim. Moi, il y a toujours plus ou moins un bol de riz avec tous les C'est repas. comme les Japonais. Voilà, c'est il y a de toujours, fait. toujours un bol de riz ou là, ça peut être du quinoa, des lentilles, enfin voilà, ce que nous on va utiliser, ce que eux ils vont pas forcément utiliser, mais ce que nous on a facilement à disposition, qui se cuit assez rapidement, hein, les lentilles, les quinoa, ça se cuit à la vapeur, c'est assez rapide. On va juste veiller à pas trop mettre, on a tendance à avoir la main très lourde sur tout ce qui est glucides, donc comme je le disais, à mettre facilement 200-250 grammes de riz dans un bol ou à se lâcher sur les quinoa et les lentilles et les patates et les choses comme ça, donc on va essayer de se raisonner un peu plus sur cette partie-là. Et par contre, les épices, là on peut y aller. Là, c'est le épices, festival. huile, vinaigre, sauce soja, gingembre, herbes fraîches. Enfin, vraiment, faut. Tout ce Ça, qui donne c'est de la vie, de la vie c'est à ça. l'assiette. Vie, couleur, voilà, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'y retourner en fait avec plaisir aussi, hein, parce que on oublie ça en fait. On part du postulat de départ qui est oh là, la cuisine est fade, ou il y aura rien dedans, ou ça va pas avoir de goût. Ben, en fait, si tu mets du goût dès le départ, tu vas progressivement changer un peu ta vision des choses, et du coup tu y reviendras avec plaisir, quoi. Ouais. Et pour les légumes, plutôt verts si c'est possible, haricots, poireaux, courgettes, du chou. Brocoli. Voilà, en fonction de la saison, évidemment. Ouais. Vous regardez un petit peu un petit calendrier de produits de saison, et puis vous prenez en fonction. Alors le pain n'est pas proscrit, hein, plutôt des pains soit sans farine de blé, soit avec des noix, des choses à base de céréales. Voilà, vous pouvez ajouter ça si vraiment vous avez peur d'avoir faim. Encore une fois, je rappelle, hein, l'idée c'est de manger en prenant le temps et en écoutant un peu sa satiété. Donc même si ça vous paraît léger en termes de quantité, ou voilà, vous avez peur d'avoir faim. Le rapport au temps de dégustation fait que finalement la satiété arrive parce que si on mange en 2 minutes, le cerveau n'a pas le temps de comprendre que tu as mangé. Donc forcément, il y a toujours cette sensation de faim, alors que si tu prends le temps de bien mâcher, bien assimiler, Exactement. et du coup, ça laisse le temps, la connexion entre l'estomac et le cerveau se fait, et te permet du coup de ralentir sur la fin du repas pour dire en fait c'est bon, la satiété je te l'envoie, je te fais passer le message que j'ai assez mangé, mais en fait que si on mange et si on avale sans trop réfléchir, on n'a pas le temps effectivement de se rendre compte que en fait on a mangé, et sinon on s'arrêterait jamais en fait si on mange trop vite. Complètement, mais ça nous est tous déjà arrivé de grignoter quelque chose, soit de se couper son repas, soit de manger un truc rapidement parce qu'on n'avait pas le temps, et puis finalement la faim elle passe parce qu'on a laissé du temps en fait, entre guillemets, on a mangé une petite bouchée de quelque chose et puis après on est passé à autre chose, et voilà, finalement l'appétit était plus aussi fort qu'au début, même si on n'a pas mangé la quantité qu'il fallait. Donc c'est vraiment le principe de, comme tu disais, quand on mange par étapes comme ça, qu'on prend bien le temps de mâcher, en fait, le corps va prendre le temps de réagir, en fait. Et éventuellement, fruits ou compote, après, si on a besoin d'une touche sucrée. C'est vrai que la compote, c'est un peu l'atout ultime. C'est pas cher, ça se fait facilement à la maison si on a envie de le faire. On peut le conserver assez longtemps, on peut en avoir dans les placards tout le temps. C'est pas comme les yaourts qui ont des dates de péremption qui sont quand même assez rapides. En fait, c'est tout ce qu'il y a de meilleur, quoi, surtout quand on l'a fait maison. Pour le soir, rebelote, salade. Ouais, on refait salade un peu la même. aussi, voilà. Là, vous avez le choix, hein, radis, betterave, carottes, tomates cerises, c'est un peu selon vos envies. Là, je vous ai cité quatre éléments.
avec 4 couleurs différentes quand même. Donc si vous voulez varier les couleurs tous les soirs, c'est possible. En fonction de ce qu'on a mangé à midi, on va peut-être varier les pommes de terre, les céréales. Voilà, si vous voulez pas remanger du quinoa ou du riz, voilà, vous pouvez varier avec autre chose. Je dis pommes de terre, ça peut être patate douce également. Patate douce à chair blanche, beaucoup au Japon. Ah oui. Qui est mangée comme ça, qui est cuite. Il y a une spécialité de patate douce qui est cuite juste au four et qui est mangée à la main, comme ça, comme un sandwich. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, c'est brut là, pour le coup, voilà, c'est brut. Parce que pour eux, le produit en lui-même, voilà, il a suffisamment de saveur. Ça vaut le coup. Une protéine, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez, poulet, omelette, c'est pour varier, ça peut être les mêmes choses que ce qu'on a dit. Ou une source de protéines végétales aussi, j'imagine qu'il y a des légumineuses. Peut-être qu'on peut manger la protéine végétale effectivement le soir. Et pour varier, associé à la céréale pour que ce soit quand même complet. Et un des points sur lesquels on n'a pas forcément échangé jusque-là, c'est aussi que la manière de cuire les aliments. C'est vrai que tu as parlé un petit peu de cuisson vapeur, il y a les papillotes également. À Okinawa, il y a ce qu'on appelle le champuru. C'est vraiment une cuisson... tu sais, c'est ce qu'on peut voir, cette image qu'on peut avoir des espèces de gros wok avec les flammes intenses, mais en réalité, on cuit à peine les aliments. Vraiment, alors on inonde d'huile et puis... C'est instantané, quoi. Donc c'est tellement chaud que les aliments sont presque crus. Ouais, c'est saisi. C'est saisi à la seconde où on le met, on l'enlève. C'est ça. Ouais. Donc ils ont un peu cette saveur un peu fumée, mais en même temps c'est chaud, mais c'est pas ça va pas complètement agresser le produit parce que c'est très rapide. Donc effectivement l'idée c'est quand même de préserver, je pense, les nutriments. Donc dans le sens t'as la sensation que c'est cuit, mais en fait ça a été juste un peu voilà, j'imagine saisi juste sur la partie extérieure de l'aliment, mais après à l'intérieur c'est cru. Voilà, c'est ça. Okay. Donc voilà. Des pistes pour organiser son repas. Honnêtement, je pense que si on a vraiment envie d'avoir quelque chose de très précis, accompagné, il y a plein de ressources en ligne sur des menus tout faits, il y a même des livres sur le sujet. Il faut juste comprendre les grandes lignes du régime avant de se lancer dans le premier régime Okinawa qui apparaît, parce que forcément il y a beaucoup de magazines qui se servent un peu de ça comme d'argument pour régime minceur. C'est pas ça l'idée. C'est pas l'idée, Non. Bon, en tout cas, on a abordé beaucoup de choses là dans cette interview. C'était très riche, très enrichissant. Encore, du coup, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça a été un plaisir d'échanger sur tous ces points. Quelles sont tes actualités et où est-ce qu'on peut te retrouver, par exemple, du coup, si quelqu'un a écouté cette interview, a bien accroché avec toi, où est-ce qu'il peut te retrouver ? Ouais, écoute, moi, grande passionnée de cuisine japonaise, je suis sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc sur Instagram, umikan.zest, zest sans E, et je partage des recettes, des publications, je parle un petit peu de cuisine sur mon compte, donc si jamais ça intéresse, cuisine japonaise, oui. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, je suis assez active sur Instagram, c'est là où je suis peut-être la plus réactive même. Et sinon, l'autre lieu où vous pouvez me retrouver assez facilement, ça va être mon blog, umikan.fr, sur lequel je partage pas mal de recettes, donc aussi plus détaillées, et également des ressources pour apprendre la cuisine japonaise à la maison. Ouais, c'est génial. C'est génial. Merci franchement, beaucoup. On a beaucoup appris. Je vais juste en une phrase essayer de résumer tout ce qu'on a pu dire pendant tout cet échange, mais en gros, si on doit retenir vraiment le fait que c'est un régime, donc longévité, un régime santé, le régime Okinawa. Il est basé sur la porte d'entrée, passe par l'alimentation. C'est vraiment le pilier santé, c'est quand même en premier lieu l'alimentation, avec l'alimentation de saison, les légumes et les protéines, vraiment au centre aussi de l'assiette, mais la variété, les assaisonnements, les cuissons plutôt douces, ou en tout cas qui vont préserver les nutriments, essayer de conserver au maximum le cru de l'aliment. Mais pas que, donc il y a l'alimentation, c'est la porte d'entrée, mais il y a aussi l'activité physique, le mode de vie, la mission de vie. Je vous invite à écouter l'épisode sur la mission de vie que j'ai pu faire il y a quelques épisodes de cela, mais eux ils vont parler d'ikigai, du coup, comme tu nous en parlais, c'est vraiment une philosophie de vie. J'espère ne rien avoir oublié. Est-ce que du coup tu voulais le mot de la fin, rajouter quelque chose, ou tout est dit?
Bah non, moi je pense que tu as tout dit. Après, je pense que maintenant il ne reste plus qu'aux auditeurs à laisser une bonne note et un bon commentaire Ah, à ton podcast qui merci. est très qualitatif. Merci beaucoup de ton invitation. Ouais, bah merci beaucoup à toi, vraiment merci pour ces échanges. Et voilà, je mettrai toutes les informations que tu nous as données pour te retrouver en description. Et voilà, donc je te dis à bientôt, bientôt peut-être dans mes rêves encore. et puis, et puis Avec bonne plaisir. journée, et voilà, à bientôt Estelle, et merci encore. Merci à toi.